Alors, donc je reviens au métabolisme. Donc j'ai mis le cours en ligne, hein, j'avais oublié hier, donc je vous l'ai mis un petit peu tard hier soir. Et ce cours en ligne traite également le début de la photosynthèse, mais pas l'ensemble de l'autotrophie, des fondements de l'autotrophie. Donc on avait vu hier les 3 phases de la glycolyse, d'accord, qui sont importantes, hein. Une phase préparatoire, une phase d'oxydoréduction et une phase de formation d'ATP, de remboursement en quelque sorte. On a vu qu'à chaque fois, on va avoir des couplages, d'accord, et vous allez avoir certaines réactions qui sont favorables, très exergoniques, et d'autres qui sont moins exergoniques. Voilà, donc ça, c'est le bilan de la glycolyse. Alors, j'ai oublié de mettre, en fait, je l'ai refait ce bilan un petit peu plus en détail en vous l'écrivant et en vous le mettant dans votre cours, donc vous avez la bonne figure, mais quand même, ça permet d'avoir une idée assez simple. Donc, la première partie, on passe du glucose au glucose 1 phosphate, puis au fructose 1, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, et ensuite ce fructose 1,6 bisphosphate est scindé en 2 triose phosphate qui donne assez vite le glycéraldéhyde 3 phosphate. Donc on a ensuite 2 glycéraldéhydes 3 phosphate qui vont chacun vivre leur vie et être transformés en pyruvate. Donc la première étape qui permet d'aboutir à 2 glycéraldéhydes 3 phosphate, c'est une étape préparatoire, une étape qui en fait coûte de l'énergie. La deuxième étape, donc le glycéraldéhyde 3 phosphate va d'abord être oxydé, donc ça c'est une réaction d'oxydation qui va permettre la production de coenzyme redox NADH+. D'accord? Ensuite, vous allez avoir d'autres réactions qui sont très exergoniques et qui vont du coup être couplées avec la synthèse d'ATP. Et donc, pour un glycéraldéhyde 3-phosphate, on va fabriquer 2 ATP. Donc, pour un glucose, on fabrique 4 ATP. En fait, le passage du glucose au glucose 6-phosphate est endergonique et nécessite la présence d'ATP. Et donc, la phosphorylation d'ATP, l'hydrolyse d'ATP en ADP plus PI. On a une transphosphorylation. Bien sûr que l'ensemble des 2 réactions, le couplage, permet d'avoir un ensemble qui va être cette fois-ci exergonique. D'accord? Et même très exergonique. Parce qu'on hydrolyse l'ATP. OK? Donc à la fin, la dernière réaction, c'est le phosphoénolpyruvate qui va donner le pyruvate et on obtient du pyruvate. Donc le pyruvate, c'est une molécule organique. Donc ce n'est pas une molécule qui est complètement, qui va être complètement oxydée. D'accord? Alors, dans le contrôle, on reverra. De toute façon, on va en parler des réactions du contrôle. Hein. Mais oui, la réaction, ça dépend. En tout cas, l'ensemble des 2 réactions, le couplage était exergonique. Mais alors, juste, si vous voulez, on reprend ça. D'accord? Ici, on voit qu'on a des réactions, des couplages, en fait, hein, si on prend l'ensemble des réactions, c'est-à-dire glucose plus ATP donne glucose 6-phosphate plus ADP, qui sont exergoniques. D'accord? Et c'est plus ou moins exergonique. C'est ça qui est important. Donc les premières sont très exergoniques et la dernière, la phosphoénolpyruvate jusqu'au pyruvate, est très exergonique. Et le fructose 6-phosphate jusqu'au fructose 1,6 bisphosphate, par la phosphofructokinase que vous avez bien étudiée hier, hein, elle est couplée à l'hydrolyse de l'ATP en ADP et dans l'ensemble, elle est exergonique. Voilà. Alors, ce qui est très important aussi sur cette glycolyse, donc si je reprends un petit peu, c'est que c'est vraiment une voie métabolique euh, qui est présente chez tous les êtres vivants, d'accord? C'est une chaîne de 10 réactions, d'accord? Et qu'elle se déroule intégralement dans le hyaloplasme, c'est-à-dire au niveau du cytosol. D'accord? Si je reprends cette chaîne de réactions. Et donc, c'est dans le cytosol qu'on va avoir les enzymes et les métabolites intermédiaires. Ces métabolites intermédiaires, en fait, ne sont pas transportés. D'accord? Il y a des transporteurs du glucose, mais à partir du moment où on met un groupement phosphate sur le glucose, il n'y a pas de transporteur. Et le pyruvate n'est pas transporté
euh, facilement hors du cytosol. On va voir qu'il va pouvoir être transporté, par contre, dans la mitochondrie. D'accord? Mais tous les autres intermédiaires, donc en dehors du glucose et du pyruvate, les intermédiaires ne sont pas transportables. Et en plus, comme ils sont chargés, phosphorylés, etc., ils diffusent très très mal à travers les membranes. Voilà. On va voir que cette glycolyse, c'est une voie centrale du métabolisme. Donc, si je reprends ce schéma, on voit bien que la glycolyse, elle est reliée à tout un ensemble de voies de réaction variées, les points étant des intermédiaires et les lignes étant des réactions chimiques. Alors déjà, on a vu que le glucose, la première transformation, c'est l'exokinase qui transforme le glucose en glucose 6-phosphate. Or, ce glucose 6-phosphate, il peut être utilisé pour différentes choses. Il peut rentrer dans la glycolyse, et dans ce cas-là, c'est l'action de la phosphofructokinase 1, d'accord? Et une fois qu'on est passé du 6-phosphate alors on passe au fructose 6-phosphate, mais du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate, là, c'est une voie de non-retour. C'est-à-dire qu'on est sur la glycolyse, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord? On va avoir ce glucose 6-phosphate qui va pouvoir servir de départ pour la mise en réserve, c'est-à-dire qu'il va être transformé en glycogène ou en amidon. Ensuite, ce glucose 6-phosphate, il va donner du fructose 6-phosphate et il va pouvoir rentrer dans une voie qui est cette fois-ci une voie d'anabolisme, qui est la voie des pentoses phosphates. Cette voie des pentoses phosphates, donc elle va transformer les glucoses qui sont des exoses en pentoses, d'accord? Et elle va permettre en particulier toute la synthèse des nucléotides. Donc c'est une voie de l'anabolisme. Donc déjà, on voit bien qu'il y a plein de voies qui sortent ici. D'accord? Et on peut résumer ça de cette manière. L'autre point, c'est qu'il y a plein de points d'entrée dans la glycolyse. On peut rentrer via le glucose. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les petits sucres, d'accord, sont facilement transformés en glucose. Mais également, on peut avoir ce qu'on appelle de la néoglucogenèse, c'est-à-dire de la synthèse de glucose à partir de molécules qui ne sont pas glucidiques. Donc, à partir de certains acides aminés, à partir de certains acides gras. Alors, tous les organismes ne sont pas capables de faire ça, mais par exemple, la vache fait ça très bien. D'accord? Ensuite, au niveau du glucose 6-phosphate, on peut avoir une entrée, d'accord? C'est-à-dire que le glucose euh, un phosphate qui est fabriqué à partir du glycogène grâce à la glycogène phosphorylase, qui est une enzyme qu'on a étudiée, eh bien, il peut ensuite être transformé en glucose 6-phosphate. D'accord? Alors, ce glucose 6-phosphate, il peut aussi redevenir du glucose 1-phosphate, et dans ce cas-là, on a la glycogénogenèse. Donc, du glycogène au glucose, c'est la glycogénolyse, du glucose au glycogène, c'est la glycogénogenèse. Ensuite, ce glucose 6-phosphate, comme on l'a vu, il peut partir par la voie des pentoses phosphates. D'accord? Et tout ça permet d'arriver au pyruvate. Et le pyruvate lui-même, en fait, il va avoir deux types de devenir. Soit on est dans un milieu anoxique, d'accord? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de dioxygène et le pyruvate va rentrer vers les voies fermentaires, d'accord? Donc on va avoir de la fermentation. Soit le pyruvate va rentrer au niveau de la mitochondrie, d'accord? Et à ce moment-là, il va être transformé en acétylcoenzyme et c'est la suite de l'histoire où on ne va pas revenir directement. Le troisième point important sur cette glycolyse, ça va être cette fois-ci que c'est une voie contrôlée, d'accord? Donc, si je reprends la notion de voie centrale pour la glycolyse, c'est qu'on a plein de portes d'entrée et on a plein de portes de sortie. C'est ce qui en fait une voie centrale. OK? Alors ensuite, la glycolyse, c'est une voie qui est très contrôlée. D'accord? En fait, j'ai remis contrôlé dans le sujet. Là, je n'ai pas à modifier, mais c'est contrôlé qu'il fallait mettre. Je remodifierai un petit peu le. Et le contrôle de la glycolyse, on peut le mettre en évidence par ce qu'on appelle l'effet Pasteur. Quand on prend des levures avec du glucose en anaérobiose, c'est-à-dire sans dioxygène,
Alors ces levures vont changer d'aspect, d'accord? Vous avez une cellule de levure ici, donc on reconnaît, la paroi, qui est une paroi de champignons, hein, c'est pas une paroi pectocellulosique du tout, c'est une paroi constituée de chitine. Vous avez, des vésicules, vous avez une grande, vacuole et vous avez le noyau et quand on observe cette levure, on observe qu'on a, une glycolyse qui est extrêmement intense, d'accord? Et en anaérobiose, elle va être associée à une fermentation alcoolique. Et en fait, les mitochondries sont ultra réduites, d'accord? Ici, on a ma levure en présence de dioxygène. Là, je repère très, très bien les mitochondries et à ce moment-là, on voit qu'on a une glycolyse qui est très ralentie, d'accord? Et en fait, on va récupérer de l'ATP aussi, au sein des mitochondries, par la suite de la glycolyse, hein, donc la suite de la respiration cellulaire. Donc en fait, on voit bien que, la vitesse à laquelle les réactions ont lieu au sein de la glycolyse, elle dépend de l'état dans lequel est la cellule et de ses besoins en ATP. D'accord? Quand il n'y a que la glycolyse pour obtenir de l'ATP chez la levure, on voit que cette glycolyse est extrêmement rapide et intense, alors que quand on a d'autres moyens de récupérer de l'ATP, on voit qu'on a une glycolyse qui est ralentie. Alors, quels sont les points de contrôle majeurs de la glycolyse? Je reprends ce profil énergétique, d'accord? Parce qu'en fait, on va se rendre compte que les points de contrôle majeurs de la glycolyse, d'accord, ce sont les réactions fortement exergoniques. Les réactions 1, 3 et 10. Alors, elles sont fortement exergoniques quand on prend l'ensemble du couplage, d'accord? C'est-à-dire glucose plus ATP, par exemple, donne glucose 6-phosphate plus ADP. Où là, on perd quasiment 30, enfin, on a moins 30 kilojoules par mol, etc. D'accord? En fait, ces voies, comme elles sont exergoniques, elles tirent l'ensemble de la glycolyse vers la formation du pyruvate. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à vraiment accélérer cette, cette réaction, d'accord? Et les autres réactions, en fait, elles sont proches de l'équilibre. Et donc, on va appeler le flux glycolytique, c'est la vitesse de formation du pyruvate à partir du glucose qui va dépendre essentiellement de la vitesse de ces trois réactions. Parce que c'est les réactions dont la vitesse est limitante pour l'ensemble de la voie métabolique, vu que c'est elles qui peuvent être le plus accélérées. D'accord? Et donc, on va avoir un contrôle de la glycolyse à trois niveaux. On va contrôler la concentration en substrat, d'accord? S'il y a beaucoup de glucose, ben, ça a tendance à accélérer la glycolyse. Si j'accumule du glucose 6-phosphate ou si j'accumule du phosphoénol pyruvate, je vais tendance à avoir une accélération de la glycolyse. D'accord? On va avoir un contrôle de l'activité des enzymes par des ligands fixés, qui peuvent être fixés de façon covalente ou non. D'accord? On a bien vu, par exemple, que pour l'exokinase, en fait, ben, on a une limitation de la vitesse de réaction par un inhibiteur qui est le glucose 6-phosphate. D'accord? Donc, si tout d'un coup j'ai un embouteillage au niveau du glucose 6-phosphate, je ralentis ma première réaction. Enfin, on peut avoir un contrôle génétique par un contrôle de l'abondance des enzymes. Alors, ce dont on va parler dans un premier temps, c'est un contrôle par les effecteurs enzymatiques, d'accord? Et l'ajustement de la production d'ATP aux besoins des cellules. Et donc là, je vais reprendre un exemple que vous avez bien étudié hier, hein, qui est l'exemple de la phosphofructokinase. D'accord? Alors, je ne vais pas vous le détailler trop, parce qu'il sera détaillé quand je ferai la correction de l'exercice. Simplement, et ça c'est un document, donc cette phosphofructokinase, vous avez vu qu'elle est en 4 parties, d'accord? Qu'elle a des sites actifs, mais également des sites régulateurs, d'accord? Qui peuvent fixer par exemple l'ATP. On observe les conditions témoins en présence d'AMP ou de fructose 2,6-bisphosphate. On voit qu'on a une affinité qui augmente, donc une accélération de l'activité de la PFK. Donc ça veut dire que ces molécules sont des activateurs. Par contre, en présence d'ATP, on a
une diminution de la vitesse de cette enzyme de réaction, hein, voilà. Et donc, on observe qu'à des conditions à peu près cellulaires, hein, on passe bien d'une position de rien à tout, quasiment. Voilà. Donc on a bien un contrôle qui peut être dans un premier temps un rétrocontrôle négatif par l'ATP. D'accord? Parce que finalement, le résultat de la glycolyse, hein, c'est bien la synthèse d'ATP et d'ailleurs l'ATP, donc on peut parler d'un rétrocontrôle négatif même si l'ATP est l'un des substrats. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Un effet positif de l'AMP, d'accord? Ça, c'est produit par la cellule quand elle manque d'ATP. Et finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le rapport de concentration entre ATP et AMP qui va refléter d'une certaine manière la balance énergétique de la cellule et qui va permettre d'ajuster la glycolyse, en tout cas le flux glycolytique, en fonction des besoins énergétiques de la cellule. Le deuxième rétrocontrôle négatif qu'on a et qui apparaît pas ici, c'est un rétrocontrôle négatif par l'acide citrique, sachant que l'acide citrique, hein, fait partie du cycle de Krebs. Donc je peux vous donner ici, voilà, donc dans le cycle de Krebs, vous avez formation d'acide citrique qui va ensuite permettre d'obtenir de l'ATP. Donc deux rétrocontrôles négatifs par l'ATP et par l'acide citrique, deux contrôles positifs par l'AMP et par le fructose de 6-bisphosphate. Alors, le rôle du fructose de 6-bisphosphate, il vous est expliqué dans le cours, d'accord? Il vous est expliqué aussi par cette figure. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. J'y reviendrai quand on corrigera le DS. Voilà. Donc si je fais le bilan de, de ce contrôle catabolique, bien ce contrôle, il repose beaucoup sur la propriété des enzymes. En particulier, hein, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, donc je reviens sur ce schéma, d'accord? Finalement, sur les 3 enzymes qui sont soumises à des contrôles importants, sur les 3 réactions qui sont très contrôlées, finalement, j'ai 2 enzymes allostériques oligomériques qui sont la phosphofructokinase et la PEP carboxylase. D'accord? Ces 2 enzymes-là, donc la PEP carboxylase, on avait un petit peu étudié. Donc, ces 2 enzymes-là, heu elles sont allostériques, d'accord? Allostériques, oligomériques et donc elles vont avoir être contrôlées de façon extrêmement précise, d'accord? Par l'activité enzymatique. Ces enzymes aussi, elles vont avoir des modifications covalentes avec éventuellement des phénomènes de phosphorylation qui peuvent être contrôlés, cette fois-ci de façon plus large, par, les, hormones. Alors on verra que pour la phosphofructokinase, en fait, c'est un contrôle par le fructose 2,6-bisphosphate, hein, qui lui, dont la synthèse dépend de la balance hormonale en insuline et glucagon. D'accord? Ensuite, on observe qu'on a beaucoup de rétrocontrôles négatifs qui vont permettre vraiment des ajustements des voies métaboliques euh, à l'état dans lequel est la cellule. Et on verra par ailleurs que le cycle de Krebs est également contrôlé. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette partie euh, qui, euh, qui porte en fait sur le métabolisme, enfin sur la glycolyse. Et on va voir maintenant la convergence du catabolisme vers le cycle de Krebs. Alors ce cycle de Krebs se nomme aussi le cycle de l'acide citrique, d'accord? Et un deuxième terme pour nommer acide citrique, c'est le terme citrate, d'accord? Alors, première chose, attendez. Alors ça, c'était à donner avant. D'accord, ça, c'était pas dans le bon ordre, c'était dans la glycolyse. Donc, premier point important,
ça va être le rôle, enfin comment en fait les enzymes et les molécules vont rentrer dans la mitochondrie. Alors ça, je ne sais pas si je vous ai mis le schéma. Donc ça, c'est le document que vous avez, vous, sur votre poly. Donc si vous reprenez votre poly, vous pouvez prendre donc le document 4 de votre poly, d'accord? Non, ce n'est pas le document 4, excusez-moi. En fait, c'est le document 7. Là, les documents sont tout à fait dans le désordre. Le document 7, hein, il est intéressant, et donc je ne l'ai pas ici, parce qu'en fait, il indique l'incorporation de métabolites dans la matrice mitochondriale. C'est-à-dire qu'il montre qu'en fait, vous allez avoir un certain nombre de métabolites qui vont pouvoir rentrer dans la matrice mitochondriale. C'est le cas pour le pyruvate, d'accord, qui va rentrer de façon associée, comme on le voit ici d'ailleurs, avec une entrée de H+. Donc on utilise la force protomotrice pour faire rentrer le pyruvate. On va voir qu'en rentrant, ce pyruvate va être tout de suite transformé en acétylcoenzymat grâce à la pyruvate déshydrogénase. Mais c'est également le cas pour l'entrée du NADH+. En fait, le NADH+, qui a été constitué au moment de la glycolyse, eh bien, pour que la glycolyse continue, il faut que ce NADH+ puisse être, d'une certaine manière, régénéré en NAD+. D'accord? Sinon, la glycolyse se bloque. Et ce NADH+, il est intéressant, mais il pourra être utilisé uniquement, ce pouvoir réducteur ne peut être utilisé que dans la mitochondrie. Et donc, on voit qu'on a en fait une sorte de navette qui utilise d'ailleurs le glycérol phosphate. Donc, en fait, on a du dihydroxyacétone qui va être au niveau du cytosol, en fait, réduit en glycérol phosphate. D'accord? Et il va passer au niveau de la membrane externe qui est très perméable. Et ensuite, ce glycérol phosphate, grâce à une déshydrogénase mitochondriale, en fait, grâce au complexe 2, il va être retransformé en dihydroxyacétone phosphate, et ça va permettre d'obtenir du FADH2. D'accord? C'est-à-dire que la façon de faire rentrer le pouvoir réducteur du NADH+, c'est un ensemble de réactions d'oxydoréduction qui permet à la mitochondrie de récupérer du FADH2 au niveau du complexe 2, et ça ensuite, ça va permettre de faire rentrer des électrons dans la chaîne d'oxydoréduction. OK? Donc vous voyez que l'entrée dans la mitochondrie, ce n'est pas quelque chose de simple. D'accord? Alors la première étape qui suit la glycolyse dans la mitochondrie, d'accord, ça va être donc, et c'est donc c'est le grand 2, grand 1, petit 2, petit 1, c'est en fait la synthèse d'acétylcoenzymat à partir du pyruvate. Donc cette synthèse d'acétylcoenzymat à partir du pyruvate, en fait, c'est une décarboxylation, d'accord? Et donc le pyruvate va être décarboxylé, déshydrogéné, d'accord? Donc on produit notre premier CO2 ici, d'accord? C'est la première fois qu'on revient à du carbone minéral. Jusqu'ici, du glucose au pyruvate, on avait toujours du carbone organique. D'accord? Donc on perd un CO2, on perd un hydrogène, et on obtient du pouvoir réducteur NADH au niveau de la matrice mitochondriale. Et on obtient ici de l'acétylcoenzymat. D'accord? Parce que le pyruvate était associé à H-coenzymat. Et en fait, vous allez avoir la mise en place ici d'une liaison thioester, qui est une liaison à haute énergie. D'accord? Et cet acétylcoenzymat, ensuite, eh bien, il va pouvoir intervenir dans le cycle de Krebs. Donc ici, en fait, vous avez tout un ensemble de protéines qui sont associées aux transporteurs du pyruvate au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, d'accord? Et qui vont permettre la transformation du pyruvate en acétylcoenzymat en même temps que son entrée, si vous voulez, dans la mitochondrie. Cet acétylcoenzymat, il peut être obtenu de plein de manières différentes. On peut l'obtenir donc à partir du pyruvate à la suite de la glycolyse, mais on peut également l'obtenir à partir des acides gras.
Donc, comment ça va se passer à partir des acides gras? Eh bien, les acides gras vont rentrer dans une voie du catabolisme qui est l'hélice de Linén. D'accord? C'est-à-dire que c'est un groupement acyle, enfin, le groupement acide, en fait, ici, que vous avez donc ici, normalement, dans votre acide gras, vous voyez qu'il va être associé. Donc, le groupement OH, ici, est remplacé par une liaison thioester avec le coenzyme A, donc S-coenzyme A. D'accord? Cette liaison thioester avec le coenzyme A, ça va être une liaison très riche en énergie. Et donc, à chaque cycle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon acylcoenzyme A, donc la première réaction, ça a été d'associer mon acide gras a du coenzyme A SH, d'accord? Et j'obtiens de l'acylcoenzyme A. Et cet acylcoenzyme A, en fait, il va être transformé grâce à des enzymes hein, en acylcoenzyme A, mais avec 2 carbones en moins, plus acétylcoenzyme A. D'accord? Donc, vous avez la réaction ici. C'est-à-dire que j'ai du acylcoenzyme A plus du NAD+, plus du FAD, d'accord? Plus de l'eau, plus du coenzyme ASH. J'obtiens de l'acyl N-2 coenzyme A, plus de l'acétylcoenzyme A. Donc, je retrouve mes 2 carbones au niveau de l'acétylcoenzyme A, du NADH, H+, et du FADH2. Donc ici, vous voyez que j'oxyde énormément ma molécule et je récupère énormément de pouvoir réducteur. Donc ça se passe en plusieurs étapes, d'accord? D'abord, FADH2 qui est obtenu et on a ici une oxydation, d'accord? Ensuite, je rajoute de l'eau. Ensuite, je réoxyde et j'obtiens du NADH, H+, d'accord? Et ensuite, je rajoute le coenzyme. Donc ça, c'est en fait une boucle de mon hélice de Linel. Et ensuite, l'acylcoenzyme qui reste repart dans l'hélice de Linel jusqu'à ce que tout mon acide gras soit transformé en acétylcoenzyme. Donc c'est ce qu'on vous figure ici, d'accord? Donc vous avez votre acide gras, ça se passe dans le cytosol, qui est transformé en acylcoenzyme. Et donc ça, bah, c'est un petit peu comme pour la glycolyse, ça nécessite un apport d'énergie. Cet acylcoenzyme A ensuite va passer à travers la membrane mitochondriale. Hein. Ça reste une molécule extrêmement hydrophobe. Et donc là, on va avoir l'hélice de Linel qui fait passer d'un acylcoenzyme A à N carbone à un acylcoenzyme A à N-2 carbone. Et on recommence. D'accord? Donc ça me permet d'obtenir de l'acétylcoenzyme A. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir retenu, vous? Ben, vous devez avoir retenu la réaction. Ici, l'équation bilan de cette réaction. Le fait qu'elle se passe en plusieurs étapes, d'accord? Donc, pas forcément toutes les étapes, mais vous devez connaître quand même parfaitement cette réaction. Si vous devez savoir qu'on a d'abord le FADH2, ensuite l'apport d'eau, le NADH, H+, etc. Sinon, en fait, le plus simple, c'est même de schématiser les listes de Linén sans, en faisant, par exemple, ici un acylcoenzyme à N carbone. Ici, on fait une grande flèche et on montre qu'on a le FAD qui donne FADH2, on montre qu'on a l'entrée d'eau, le NAD+ qui donne le NADH+, et l'entrée de HS coenzyme A. Ça permet la sortie d'acétylcoenzyme A et on obtient un acylcoenzyme A avec 2 carbones en moins. Vous n'avez pas besoin de noter les intermédiaires. Vous n'avez pas à les connaître. D'accord? Par contre, vous devez être capable de faire cette hélice et d'expliquer ce qui se passe aussi dans le cytosol. Et de montrer qu'à chaque fois, on arrive à l'acétylcoenzyme A. Alors, la formule de l'acétylcoenzyme A, elle n'est pas difficile et vous devez la connaître. D'accord? Une fois qu'on en est là, eh bien, on va rentrer dans le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique. Alors, avant, cet acétylcoenzyme A, simplement, il peut être aussi fabriqué à partir de plusieurs acides aminés. Pas tous les acides aminés, mais il y a plusieurs acides aminés qui permettent aussi d'obtenir de l'acétylcoenzyme A. Donc, vous voyez qu'il est vraiment au carrefour de toutes les molécules organiques, cet acétylcoenzyme A. OK? Et donc, ensuite, on rentre dans un cycle
qui est le cycle de l'acide citrique. Donc c'est un cycle, ce qui signifie en fait que, on va faire rentrer 2 carbones à chaque fois, l'acétylcoenzymat, et on va faire sortir à chaque cycle 2 carbones sous forme de 2 CO2. D'accord? Alors, vous avez ici, les formules. Donc ça, vous devez connaître, certaines réactions et vous devez bien comprendre, qu'on passe de 4 carbones, oxaloacétate, à 6 carbones grâce à l'acétylcoenzymat. Ça permet de perdre un HS-coenzymat qui va pouvoir être réutilisé. D'accord? Ensuite, on va avoir des oxydations et des décarboxylations qu'on a ici. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre votre schéma et de le compléter un petit peu de cette manière. Donc, alors je vais reprendre un petit peu, mais si vous prenez donc la première réaction de si on reprend un petit peu les différentes, réactions qui ont lieu, au niveau de de ce cycle de l'acide citrique. Donc on peut voir ça en plusieurs, étapes, plusieurs points, d'accord? La première chose, c'est que l'acétylcoenzymat est le principal substrat du cycle, d'accord? Donc cet acétylcoenzymat, d'accord, va permettre de transformer l'oxaloacétate à 4 carbones plus de l'eau, d'accord, en acide citrique. Et ça permet de récupérer l'acyle, enfin le coenzymat. Cette première réaction, donc je vous l'ai mise dans le cours, vous devez la connaître. C'est ce qu'on appelle une réaction de condensation, d'accord? On a une formation d'une nouvelle liaison covalente, d'accord, entre l'oxaloacétate et l'acétyle. Et donc, c'est le contraire d'une hydrolyse, c'est une condensation. C'est un couplage également chimio-chimique. Donc, on a ici un premier couplage chimio-chimique, on en avait un aussi ici, hein, entre une réaction d'hydrolyse de la liaison thioester de l'acétylcoenzymat, qui est extrêmement riche en énergie, très exergonique, et une réaction de condensation qui est endergonique. La réaction couplée reste très exergonique à moins 30 kJ par mol et ça va être vraiment un moteur de notre cycle de Krebs. D'accord? Donc c'est une réaction qui est entraînante. C'est-à-dire que quand vous rajoutez de l'acétylcoenzymat, vous favorisez cette réaction et vous allez favoriser, hein, le cycle et le fonctionnement de ce cycle. Ensuite, on a plusieurs réactions d'oxydoréduction ou réactions redox. D'accord? Donc on a 4 réactions d'oxydoréduction qui permettent à la fin du cycle d'obtenir, donc je les ai entourées ici en rouge, donc 3 NADH H+, d'accord, et 4 FADH2. Pardon, 3 NADH H+, et 1 FA2H2. Donc on a 4 réactions d'oxydoréduction et là, ça veut dire qu'on a une énergie potentielle sous forme de potentiel redox. D'accord? Donc vous devez en connaître une. Donc celle que je vous conseille d'apprendre et celle que je vous ai notée, en plus elle est associée à une décarboxylation, elle est intéressante. Donc c'est l'isocitrate plus NAD+, qui va donner l'alpha-cétoglutarate plus NADH H+, plus CO2. D'accord? Ensuite, vous avez un cycle qui va permettre aussi d'obtenir un peu d'ATP. Alors en fait, on obtient du GTP, d'accord? Ce GTP est assez facilement, par transphosphorylation, hein, transformé en ATP ou utilisé tel que, hein, par exemple au niveau de la traduction, hein. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir GTP plus ADP donne ATP plus GDP et ça, c'est une réaction qui est tout à fait neutre. Donc on peut facilement passer du GTP à l'ATP. Alors cette réaction avec le GTP, hein, elle fait intervenir le succinylcoenzymat, d'accord, qui est un composé à haut potentiel d'hydrolyse, qui va donc être hydrolysé en succinate, acide succinate, acide succinite ou alors je vais y arriver, acide succinique ou succinate, c'est la même chose, succinate plus GTP, d'accord, plus acétylcoenzyme, enfin plus le coenzymat qu'on retrouve ici. Donc cette réaction aussi, elle est importante.
Voilà. Et donc, hem, le bilan du cycle, c'est qu'on a, à chaque cycle, on a entrée de 2 carbone, sortie de 2 CO2. D'accord? Et ça veut dire que finalement, au bout du compte, mon pyruvate est totalement oxydé en matière minérale. C'est-à-dire que mon glucose de départ, si je reprends la glycolyse, va être, grâce au cycle de l'acide citrique, totalement réoxydé. Ça me permet, donc ça crée du déchet qui est le CO2 et ça me permet, de récupérer plein d'énergie sous forme de potentiel redox, 3 NADH, 1 FADH2 et d'ATP. 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, c'est pour un pyruvate. Il faudrait multiplier par 2 pour avoir le bilan à partir du glucose. C'est un couplage. Alors, la réaction numéro 6, oui. En fait, je dirais que l'ensemble de cette réaction, ici, c'est un couplage chimio-chimique. Donc en fait, là, on aurait pu mettre l'acétylcoenzymat, enfin H2O et puis acylcoenzymat associés. D'accord? Je pense que je réponds à votre question, Valerie. Alors justement, sur tous ces couplages, on y arrive, d'accord? Donc, en fait, on a tout un ensemble de couplages euh, que l'on peut marquer en bleu, ici, par les pastilles bleues, comme je les ai marquées, couplage chimio-chimique. Donc, ce couplage ici, en fait, qui reprend l'ensemble de la réaction 6, hein, on verra également que cette réaction, hein, elle est centrale. Donc, le cycle de Krebs, c'est également une voie de convergence et de divergence du métabolisme. Donc, on a vu déjà que le pyruvate peut venir de certains acides aminés. On a vu que l'acétylcoenzymat, il provient de tout un ensemble. Alors, les réactions à savoir, donc, c'est la première, la numéro 1, si vous voulez en apprendre. C'est ici la numéro 4, d'accord? Et ici, la numéro 6. Après, vous n'avez pas à connaître tous les intermédiaires, a priori. D'accord? Donc, on a vu la diversité des origines du pyruvate, la diversité des origines de l'acétylcoenzymat. Je ne l'ai pas renoté ici, mais l'acétylcoenzymat peut provenir des acides aminés, des acides gras, du glucose. D'accord? Et puis, on va voir que, donc là, on n'est pas tout à fait dans le cycle. Enfin, si, avec l'acétylcoenzymat, on est dans le cycle. Et on va voir aussi que les intermédiaires de ce cycle de l'acide citrique peuvent en fait être à l'origine de voies de l'anabolisme ou issus du catabolisme. Donc, par exemple, l'acide citrique, hein, il peut permettre la fabrication d'acides gras ou de cholestérol, mais il peut être aussi issu du catabolisme d'acides gras et de cholestérol. L'alpha-cétoglutarate, d'accord, il peut donner de très nombreux acides aminés, et il y a beaucoup d'acides aminés qui peuvent être transformés en alpha-cétoglutarate. Le malate peut être issu du glucose, d'accord? Et par exemple, l'oxaloacétate, hein, peut être issu de l'acide aspartique ou bien donner de l'acide aspartique. Donc on voit qu'à partir de ce cycle de l'acide citrique, on rayonne dans tous les sens et on va avoir en fait plein de petites molécules organiques qui peuvent en fait interagir. Euh, Ensuite, l'autre point, c'est que quand on part d'acides aminés, on va avoir un autre déchet qui est constitué, hein, qui sont les déchets azotés, donc le NH3, donc sous forme d'ammoniac. Et on a vu, quand on avait étudié la vache, hein, que cet ammoniac, ensuite, hein, va pouvoir être éliminé au niveau, par une transformation en urée ou en acide urique, etc. D'accord? Donc j'ai fait quelques rappels là-dessus. Donc en fait, on peut dire que le cycle de Krebs, d'une certaine façon, il intervient à la fois dans l'anabolisme et dans le catabolisme. D'accord? Et donc on dit que c'est un cycle amphibolique. Si on fait le bilan de ce cycle de Krebs, ça on l'a déjà dit, donc on a, si on fait un petit peu le bilan,
Donc c'est une convergence des voies cataboliques des glucides, lipides, acides aminés. C'est une divergence de voies cataboliques et anaboliques. Donc on va faire partir différentes voies à partir de là. D'accord? On a une très grande molécule, de façon générale. On avait vu quand on a étudié les petites molécules organiques qu'on a une diversité de ces molécules organiques qui est extrême. Par contre, leur oxydation à ces molécules organiques va conduire à un petit nombre de métabolites intermédiaires qui ont un rôle central. Et ces petits métabolites intermédiaires, en plus, ils vont permettre tout un ensemble d'interconversions entre toutes ces petites molécules organiques. Donc, toutes ces petites molécules organiques qui ont l'air tellement diversifiées, en fait, quand on prend le cycle de Krebs et la glycolyse, hein, on voit bien qu'en fait, en partant par les petits intermédiaires métaboliques des grandes voies métaboliques, eh bien, ces petites molécules organiques, on peut finalement les interconvertir. Alors, ça a un coût énergétique, mais ça, c'est vraiment important. Et je me souviens que vous vous souvenez, moi je me souviens évidemment, mais vous vous souvenez peut-être que dans la fin du chapitre sur les petites molécules organiques, on avait bien insisté sur le fait qu'il y avait énormément d'interconversions entre ces petites molécules organiques. Je prends juste 2-3 minutes pour faire le bilan du catabolisme. Donc, bilan de la respiration cellulaire à partir d'une molécule de glucose. Donc, on part d'une molécule de glucose. La glycolyse permet d'obtenir 2 ATP. Le cycle de Krebs permet d'obtenir, à partir d'une molécule de glucose, on a deux pyruvates, d'accord? Et donc 2 acétylcoenzymas. Donc, on obtient également 2 ATP. La glycolyse permet d'obtenir 2 NADH+, qui vont être, au cours de leur transport dans la mitochondrie, transformés en 2 FADH2. D'accord? La conversion du pyruvate en acétylcoenzyme A permet d'obtenir, donc 2 pyruvates donnent 2 acétylcoenzymes, on obtient 2 NADH+. Le cycle de Krebs permet d'obtenir, on multiplie par 2, 6 NADH+, et 2 FADH2. Donc au total, 4 ATP, 2 FADH2, 8 NADH+. Le FA2H2 permet par phosphorylation oxydative, c'est-à-dire via la chaîne respiratoire, d'obtenir 2 ATP. Un NADH+ permet par phosphorylation oxydative, c'est-à-dire via la chaîne respiratoire, d'obtenir 3 ATP. Donc au bilan, à partir d'une molécule de glucose, on obtient donc 2, 4 ATP plus 2 fois donc 4 ATP plus 2 fois 2, 4 ATP plus 8 fois 3. Et donc, ça nous fait un total de 36 molécules d'ATP à partir d'une molécule de glucose. Voilà. Je vais rester là-dessus. Vous avez un bilan que je vous ai schématisé, qui est ici, qui montre bien le fait que cette voie glycolyse et cycle de l'acide citrique sont des voies centrales, d'accord? Donc ici, c'est que sur le catabolisme, je n'ai pas l'anabolisme, mais il y a des allers-retours qui peuvent être faits et des interconversions. On a 3 types de déchets, donc le NH3, l'eau, qui est un des déchets, donc ici on prend la respiration cellulaire, et le CO2, qui doivent être éliminés par la cellule. Voilà.